La troisième question est, l'OMS parle de principes de collaboration et de coordination. Quelles sont des stratégies de mise en place de ces principes? Pour moi, le clé de coordination effective est l'acceptance de l'idée que la gestion d'un risque est quelque chose partagé par plusieurs partenaires. Donc, c'est santé publique. Ce n'est pas la santé d'une autorité nationale, c'est santé publique. Nous avons beaucoup d'expérience où, en fait, la gestion d'un risque est quelque chose qui existe dans le secteur précis comme santé, mais aussi par les autres, parce que c'est la société qui est affectée par le problème. Donc, les principes cruciaux incluent l'idée que nous devons expliquer les processus décisionnels, les processus d'organisation dans l'autorité responsable, parce que les autres partenaires probablement des autres approches de leur organisation, de leur approche de prendre les décisions. Nous devons travailler avec les organisations, pas nécessairement toujours d'accord avec nos idées, nos approches. Et c'est difficile. L'engagement de critique, l'engagement des autres organisations avec une priorité économique ou une priorité de leur secteur. Ce n'est pas facile, mais c'est essentiel parce que ça, c'est la fonction de dialogue. On doit accepter la possibilité de différence entre la communication différente. Nous avons ici, avec H1N1, un exemple où les pays les plus touchés par le problème, Canada, aux États-Unis et Mexique, la coordination de communication est fantastique pour le moment. Mais ce n'est pas surprenant. Il y a des différences entre le Conseil, par exemple. Le Conseil du Canada et des États-Unis, le Conseil aux écoles, c'est différent. Le processus de coordination offre une possibilité de gérer cette différence. On peut adresser directement le fait que, OK, nous avons un contexte différent, nous avons une approche, un système différent, alors ce n'est pas surprenant. Nous avons des différences de l'autre conseil. En fait, les États-Unis ont changé leur approche hier, mais en même temps, le problème était bien géré simplement par un système d'échange, un système de dialogue entre les pays. Comme j'ai dit, c'est un bon exemple. Une autre question est comment doit se jouer la transparence, soit avec les États membres, les divers paliers de gouvernement, les médias, le public. Un principe central de bonne communication est d'adapter le message pour le public différent, leur niveau de connaissance, leurs priorités, leurs besoins d'information. Mais pour moi, il y a un risque d'une approche de transparence qui est pas ouverte. Un exemple. La réponse de Stas, notre idée est de développer un site web dédié à le problème. Et c'était un site divisé, une section pour le public général et une autre section pour les professionnels de santé. Mais rapidement, c'était clair qu'en fait, pour les citoyens, leur intérêt était avec la meilleure information, la vraie histoire, la vérité. Donc, suivant leur préférence, c'est pour l'information pour les professionnels de santé. Avec une idée que ça, c'est en fait plus ouvert. C'est un problème parce que l'information a été présentée dans une façon plus complexe, typique pour la discussion dans le domaine du travail comme ça. Donc, pour moi, la leçon était, nous devons ouvrir
et mettre en place un système où tout est disponible et c'est la personne ou le groupe qui accepte premièrement ça c'est le réalité et ensuite peut-être c'est eux qui choisissent le fond de communication le plus approprié pour eux. Pas facile. Mais aussi une autre expérience. Le défi pour le ministère, pour les autorités nationales, est de mettre en place un système, un processus décisionnel qui est compatible avec l'idée de transparence. Parce que, franchement, tous les pays du monde disent que nous sommes totalement transparents. Mais en réalité, c'est très, très, très difficile, particulièrement en temps de crise, particulièrement en temps d'urgence, particulièrement avec un risque sérieux. Donc, notre approche est d'introduire une série de questions. Par exemple, est-ce que cette information nécessaire pour la personne à risque à adopter des comportements qui peuvent diminuer ce risque? Si oui, ce n'est pas un point de débat, c'est de la responsabilité du gouvernement de diffuser proactivement cette information. Ça, c'est leur responsabilité. C'est le premier point. Deuxième, est-ce que cette information pertinente ou égale aux décisions établies, les décisions relatives à la gestion d'un événement de santé publique grave? Donc, si oui, notre conseil et cette information doit être disponible. C'est un peu différent, mais au début, c'est le concept de cette information doit être disséminée proactivement. C'est différent que, OK, nous avons ouvert la porte de notre processus décisionnel, notre base de décision est disponible est le point clé. Aussi, on doit accepter la possibilité de limitation de communication de risque. Par exemple, nous avons des exceptions où l'information peut-elle menacer un enquête policier ou sécurité nationale. En fait, peut-être dans ce cas, on peut justifier une modification de notre approche de communication. L'information est contraire aux lois sur le respect de la vie privée. Un autre exemple de modification nécessaire de temps en temps. De possibilités des effets négatifs pour un groupe ethnique, par exemple, ou une région. On doit garder bien la sensibilisation de ce problème. Mais le point est, OK, on peut adapter notre approche, mais l'objectif de santé publique, okay, la première question, doit être respecté. Ça, c'est la priorité. Une autre question. Et tous ces aspects peuvent être intégrés dans un cadre générique de la gouvernance du risque. Comment décrirez-vous la gouvernance actuelle de risque et comment voudriez-vous en voir l'évolution? C'est une question très, très intéressante. C'est le cours de notre défi, à mon avis. Pour le moment, les communications de risque ne sont pas encore intégrées dans ce cadre plus large, franchement. Nous avons des exceptions. Le travail de l'Agence de santé publique au Canada, aux États-Unis, d'autres exemples dans le monde occidental, mais aussi le soin de santé au monde développement et aussi des bons exemples de dialogue souvent, parce que l'information est souvent le seul outil de confronter un risque, de gérer un problème. Mais en général, la communication de risque est la dernière étape, ou peut-être après la dernière étape d'un processus de gestion de risque. Donc,